Bonjour à tous, nous sommes à Strasbourg où se tient actuellement la session plénière du Parlement européen. Je suis avec Isabelle Thomas, qui est députée européenne et vice-présidente du groupe des socialistes et démocrates. Bonjour. Isabelle Thomas, bonjour. Bonjour. L'événement principal de cette semaine, ça a été l'élection hier d'un nouveau président pour le Parlement européen, pour les 2 années et demie de mandat qu'il reste. C'est l'Italien Antonio Tajani qui a été élu. Qu'est-ce qui vous inspire cette élection ? Bien, c'est vrai que c'est une semaine qui est un peu tournée vers l'intérieur du Parlement, puisqu'il y a ce qu'on appelle la reconstitutive. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'à la moitié du mandat, donc maintenant, puisque nous avons été élus en 2014, toutes les instances du Parlement sont renouvelées. On réélit un président, on réélit les vice-présidents, on réélit les présidents de commission, etc. Donc c'est un peu une session tournée vers nous-mêmes. C'est peut-être pas très agréable pour les autres. Mais malheureusement, cette élection de M. Tajani n'est pas une très bonne nouvelle pour le Parlement et encore moins pour les socialistes et démocrates, puisque M. Tajani était le candidat du PPE, donc de la droite. Que de surcroît, il a été commissaire au moment où le Dieselgate battait son plein, alors que nous avons ici construit une commission spéciale d'enquête sur ces questions. Voilà, donc, et que nous avons essayé, alors ça c'est la bonne nouvelle, il y a la mauvaise nouvelle et puis il y a la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons souhaité, avec les socialistes et démocrates, changer d'air, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que depuis des années, ce qu'on appelle une coalition, ça veut dire en fait un accord stratégique très large entre la droite et la gauche, entre les deux principales familles politiques, les socialistes d'un côté et la droite de l'autre, co-gère, si je puis dire, le Parlement européen. Et c'est ainsi d'ailleurs que Martin Schulz était président jusque-là. Et donc nous avons souhaité, à la fois pour clarifier vis-à-vis de nos concitoyens qui ne comprennent pas forcément cette entente droite-gauche finalement. Oui, qui ont l'impression que c'est un peu de la magouille ou c'est pas clair. Ou que, voilà. Alors qu'on rappelle que c'était essentiellement pour pouvoir constituer des majorités, puisqu'aucun groupe n'avait de majorité à lui seul finalement. Oui, c'était même plus que ça, puisque notamment la dernière fois, quand Martin Schulz a passé l'accord avec Jean-Claude Juncker, c'était sur la base des élections européennes qui ont eu lieu en 2014, où Martin Schulz et Jean-Claude Juncker, pour donner plus de force au Parlement, avaient dit en gros, celui qui gagne les élections européennes, eh bien, le parti qui gagne les élections européennes sera légitime à présider la Commission européenne. Et en contrepartie, celui qui arrivera en second, le parti qui arrivera en second, sera légitime pour présider le Parlement. Donc c'était pas seulement une question de majorité et de minorité, parce qu'après tout, les majorités et les minorités, on le voit bien sur des textes législatifs, elles se constituent en fonction des compromis. Je vois bien, moi, comment ça se passe dans la vraie vie. Sur les questions environnementales, on va plutôt, avec les socialistes et les Verts et la GUE et parfois ALDE, constituer une majorité. Sur les questions sociales, il n'y aura pas forcément ALDE, par exemple, mais on pourra y avoir... Voilà, donc à chaque fois, finalement, les majorités peuvent se reconstituer. Mais il y avait une forme de coalition qui nous apparaissait à la fois obscure pour nos concitoyens et surtout qui n'a pas porté ses fruits. C'est-à-dire que dans ce projet de coalition, les socialistes avaient des demandes, des exigences, notamment sur le pilier social, la révision de la directive détachement, enfin, toute la question fiscale et la question des paradis fiscaux, toute une série d'exigences qui n'ont pas vraiment porté leurs fruits. Donc à un moment donné, il faut savoir dire stop, il faut savoir remettre les choses à plat, il faut savoir faire de la clarté, et c'est ce qu'on a voulu faire. Et quelque part, on a certes perdu l'élection du président, et malheureusement, je ne me réjouis pas du président du Parlement aujourd'hui, mais en même temps, je crois qu'on a réussi à clarifier. La gauche, désormais, forme un bloc, puisque les socialistes démocrates, les Verts et la GUE ont voté ensemble pour la candidature de Gianni Pittella. J'espère que sur les textes législatifs, on retrouvera cette dynamique. Voilà, j'espère qu'on va réussir et que ça va donner une respiration démocratique, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Et c'est pour ça que
J'appelle pas ça complètement une défaite. Oui, c'est une vraie clarification, Voilà, clarification exactement. politique. On va juste souligner, pour les gens qui nous regardent, quand même, que M. Tajani a été élu notamment avec, outre les voix effectivement des libéraux de la LDE, mais notamment les voix de l'ECR et donc Oui. d'une frange nettement plus nationaliste et conservatrice de la droite. Et donc il faudra rester, j'imagine, très vigilant sur cette nouvelle coalition qui est née. Absolument. Un deuxième événement assez important dans la semaine, c'est sur le Brexit, qui est désormais notre fil rouge en Europe, puisque ça fait 7 mois désormais que le référendum a été... Pas trop quand même. Il ne faudrait pas que ça devienne l'alpha et l'oméga. Tout à fait. Et d'ailleurs, pardon, excusez-moi de vous interrompre, mais ça serait bien qu'on en sorte un peu de... Non pas, le Brexit, il va bien falloir l'aborder, et on va le faire, mais je veux dire par là que... je quitte l'hémicycle à l'instant où j'entendais le président du Conseil, Donald Tusk, faire le rapport sur les conclusions du Conseil, du dernier Conseil. Et je trouve qu'il y en a beaucoup sur le Brexit. Donc c'est bien de parler du Brexit, mais c'est bien aussi de parler du nouveau projet européen. Tout à fait. L'événement en question, du coup, Oui. c'est Theresa May, la nouvelle première ministre, celle qui a succédé à David Cameron en tant que première ministre britannique, a fait le choix, en tout cas s'est prononcée en faveur d'un Brexit fort, d'un Brexit dur, hard, selon ses propres mots, c'est-à-dire la volonté de mettre un terme à la libre circulation des personnes, notamment en Europe et sur le territoire britannique, et tout en conservant au maximum l'accès au marché unique. Comment est-ce que vous voyez les choses dans les négociations qui vont continuer sur cette question du Brexit? Non, je crois que là, il faut effectivement être très clair. Et d'ailleurs, Donald Tusk vient de le rappeler. Et de ce point de vue-là, je partage l'idée que on ne peut pas, comme on dit familièrement, avoir le beurre, l'argent du beurre. Bon, voilà. Donc, en gros, soit effectivement, si le Royaume-Uni veut accéder au marché unique, il n'y a pas, il faut en payer le prix. Et le prix, c'est la liberté des marchandises ne va pas sans la liberté de circulation des personnes. La liberté de circulation des marchandises ne peut pas aller sans la liberté de circulation des personnes. Donc voilà, il n'y a pas de, on ne peut pas couper l'Union européenne en appartements ou en je ne sais quoi, Oui. en millefeuilles. Se faire une petite Europe à la carte, finalement. Voilà, une Europe à la carte, c'est toujours ce qu'a essayé de faire le Royaume-Uni, c'est vrai, depuis l'origine, si je puis dire. Mais je crois qu'il faut que nous restions fermes. C'est soit le paquet, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises, des personnes, des biens et services, etc. Soit, eh bien, effectivement, il y aura un accord. Hein. Moi, je pense que c'est nécessaire. On le voit bien sur la pêche, sur l'agriculture, sur tous les sujets. On voit bien que sur tous les sujets qui intéressent les Européens, il faudra bien trouver un accord, avoir une négociation pour savoir comment justement les marchandises rentrent et sortent, quelles règles, quelles normes, parce qu'il n'y a pas que la question de la libre circulation des biens et des personnes, il y a la question des normes. Réglementations européennes. Je vais prendre un exemple que je connais bien qui est la politique commune des pêches. Est-ce que le Royaume-Uni va sortir de la politique commune des pêches, c'est-à-dire renoncer à toute la réglementation écologique, à toute la réglementation les quotas qui régulent la ressource halieutique, par exemple, ou est-ce qu'ils vont s'en affranchir et faire ce qu'ils veulent, plus de quotas, ils pêchent ce qu'ils veulent, parce que nous pêchons dans les mêmes eaux. Tout à fait. Et est-ce qu'ils vont interdire aussi l'accès des pêcheurs dans les eaux britanniques? Il y a beaucoup de questions. Donc, de toute façon, nous aurons besoin de les aborder. Ce que l'on attend pour l'instant du Royaume-Uni, c'est qu'ils arrêtent, le positionnement un peu facile qui consiste à ne pas mettre en œuvre l'article 50, c'est-à-dire ne pas déclencher le processus de négociation, mais en réalité... ils ont déjà commencé. Exactement, prendre encore une fois l'Union européenne par appartement, c'est-à-dire avec des négociations bilatérales et essayant de gratter, pour parler familièrement, au maximum. Donc ça, c'est pas un jeu très, très correct. Je crois qu'il faut maintenant très vite que Mme May prenne effectivement les responsabilités pour lesquelles elle a été nommée chef du gouvernement et qu'on puisse commencer des négociations ouvertes, transparentes, mais intransigeantes sur le plan des principes. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord les marchandises et après les personnes. Ça, ce n'est pas possible. Et on sera ferme là-dessus. Et on rappelle que le lancement de cette procédure de retrait, c'est-à-dire l'activation de l'article 50 dont vous parliez, devrait normalement intervenir d'ici mars 2017. Absolument. Donc, d'ici 2 mois. Merci Isabelle Thomas, à bientôt. Merci. Pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée.